Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Alors je suis très heureux de vous recevoir Roger Daché pour ce nouveau numéro des hors-série des Déconspirateurs. Aujourd'hui on va plonger dans un monde obscur, la franc-maçonnerie, pour essayer de décrypter, démystifier la franc-maçonnerie. Merci d'être avec nous Roger Daché, bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes historien de la franc-maçonnerie, médecin aussi, vous êtes président de l'Institut maçonnique de France et vous êtes auteur d'un nombre inconsidérable d'ouvrages Une trentaine. sur la franc-maçonnerie. Voilà, 30 ouvrages autour de la franc-maçonnerie, histoire de la franc-maçonnerie française, les sources de la franc-maçonnerie. Enfin, il y en a vraiment énormément, donc j'invite tous nos téléspectateurs à s'y référé. Et je voulais, en fait, j'ai eu l'idée de cette émission, ça fait longtemps qu'on a envie à Conspiracy Watch de traiter cette question de la franc-maçonnerie parce qu'elle suscite évidemment énormément de fantasmes. Et j'ai eu l'idée de cette émission au moment de la réouverture de Notre-Dame, où on a vu, nous, dans la complosphère, ressurgir cette idée que la franc-maçonnerie avait été à la mallette pour la rénovation de Notre-Dame, que peut-être même le sol de Notre-Dame était en fait un pavé mosaïque maçonnique déguisé. Bref, voilà, j'avais envie avec vous de revenir là-dessus. D'abord, comment ça se fait qu'en 2025, la franc-maçonnerie est toujours l'objet de fantasmes comme celui-ci ? Alors, c'est le produit de son histoire. Mais il faut d'abord poser une distinction qui, à mon avis, est très importante. C'est que l'image de la franc-maçonnerie dans un pays comme la France, et d'ailleurs dans quelques pays latins où elle a exercé son influence, je pense à l'Espagne, le Portugal, l'Italie, une partie de la Belgique, l'image de la franc-maçonnerie dans ces pays-là est très, très différente de ce qu'elle est dans les pays anglo-saxons, disons les îles britanniques et l'Amérique du Nord pour l'essentiel, qui sont le berceau de la franc-maçonnerie. Et ça tient moins à la franc-maçonnerie elle-même qu'à la manière dont elle s'est insérée dans l'histoire politique, religieuse et sociale de ces différents pays. Alors, dans quel sens justement ? Quelle est la différence fondamentale que vous faites entre la franc-maçonnerie en France et celle, on va dire, en Amérique du Nord et en Angleterre ? Alors, on peut utiliser différentes approches, différentes grilles de lecture. Il y en a une que j'aime bien utiliser et qui est la grille de l'histoire religieuse. Dans les pays où la franc-maçonnerie a une image positive, on est en terre protestante. D'accord. Dans les pays où elle a une image négative, on est en terre catholique. Alors, quand je dis catholique, la France n'est plus vraiment un pays catholique, c'est un pays post-catholique. Mais il subsiste quelque chose, il subsiste dans l'inconscient collectif un certain nombre d'images, de clichés et de fantasmes. Donc c'est une manière de l'éclairer. D'un autre côté, il y a le fait que la franc-maçonnerie, dans ses origines, la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'est constituée, s'est coagulée, si je puis dire, à la fin du XVIIe siècle, en Grande-Bretagne. Et donc c'est un phénomène protestant, mais c'est aussi un phénomène anglo-saxon, avec une conception particulière de la sociabilité, des rapports entre les gens, des rapports entre les institutions et l'État. C'est quand même un pays qui a inventé le parlementarisme bien avant la Révolution française. Et au contraire, la France est un pays de révolutions fréquentes, de soulèvements, d'individus, voilà, de fièvre un peu, quelque part. Et donc la philosophie sociale diffère. Et on a transposé au début du XVIIIe siècle, puisque la maçonnerie est arrivée en France au début du XVIIIe siècle, on a transposé dans la mentalité française une institution qui avait été façonnée de l'autre côté de la Manche. Et la différence, c'est pas simplement les dizaines de kilomètres qui nous séparent, c'est vraiment une conception de la vie sociale qui est très, très, très différente. Alors, il y a aussi un mythe très, très répandu, que nous, on entend souvent, et puis qui est aussi cultivé dans différentes sphères, c'est cette idée que la franc-maçonnerie française, notamment, a été à l'origine de la Révolution française. Alors, est-ce que c'est vrai ? Vous qui êtes historien de la franc-maçonnerie, est-ce que il y a vraiment des preuves que la franc-maçonnerie française a été à l'origine de la Révolution française ? Alors, la réponse historique est très claire, c'est non, non et non. D'accord. À aucun titre, en aucune manière, ni d'aucune façon. Mais ce qui est intéressant,
ça n'est pas de répondre simplement à cette question, c'est de comprendre pourquoi le mythe du complot maçonnique dans la Révolution française est apparu. En réalité, je pense que l'élément fondateur, c'est la sidération qui s'est emparée d'un certain nombre de milieux sociaux français, disons les aristocrates, la grande bourgeoisie française, les membres des différents parlements, des institutions de la justice française de l'Ancien Régime, qui ont vu s'écrouler un régime presque millénaire en quelques semaines. Et cette sidération a suscité une incompréhension et on a cherché des causes. Et comme ces gens-là, par nature, du fait de leur position sociale, ne pouvaient pas se remettre en cause eux-mêmes, dans ce cas-là, ils ont cherché une cause qui leur était extérieure. Et la cause du complot, après, il s'agissait de savoir qui avait comploté, mais la thèse du complot est apparue très tôt dans les milieux de l'émigration. On peut dire qu'au milieu des années 1790, on a déjà, peut-être même au début des années 1790, on a déjà quelques publications qui laissent entendre qu'il y a un complot. Mais pour alimenter la thèse d'un complot, pour désigner le comploteur, il faut avoir un exemple sous la main. Il faut avoir quelqu'un à désigner. Ouais. Alors, un complot, ça se fait dans l'ombre ou dans la pénombre. Bien sûr. Sinon dans le secret. Ouais. Or, au XVIIIe siècle, et d'ailleurs précisément dans les milieux dont nous venons de parler, c'est-à-dire l'aristocratie et la bonne bourgeoisie, il y avait une institution qui avait pris une place très importante, c'est la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie ne recrutait pas des paysans, des ouvriers, des artisans. Elle recrutait dans la bourgeoisie et l'aristocratie. Donc ils connaissaient ça très bien. Ils connaissaient cette société à secret, sinon secrète, parce qu'une société secrète, par définition, on n'en parle pas puisqu'elle est secrète. Donc la franc-maçonnerie, elle n'était pas du tout secrète. Mais elle prétendait avoir des secrets. Donc très rapidement, on a désigné la franc-maçonnerie. Et puis, et c'est le deuxième aliment de la première théorie du complot, on l'a confondu avec autre chose, qui à la même époque avait fait beaucoup de bruit, et qui était une société, alors pour le coup en partie secrète, avec des buts politiques très clairs, qui étaient les Illuminés de Bavière. Alors, quelle est la différence entre la franc-maçonnerie et les Illuminés de Bavière ? Alors, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Il y a dans différents pays d'Europe, très peu de liberté d'expression publique. La France, d'ailleurs, n'est pas la plus mal lotie, en l'occurrence. Un historien de la fin du XIXe siècle disait, sous l'Ancien Régime, la France était une monarchie absolue tempérée par les chansons. Il y avait donc une forme de liberté d'expression. Mais il y avait des pays où c'était beaucoup plus difficile. En particulier en Bavière, qui, comme chacun le sait, est la partie la plus profondément catholique de l'Allemagne. Et en Bavière, on voit apparaître à la fin des années 1770, à l'initiative d'ailleurs d'un universitaire qui s'appelle Adam Weishaupt, une société qui pour le coup est secrète, même si le secret rapidement est plus ou moins ou en partie éventé, et dont l'objectif est de travailler à modifier la société bavaroise et peut-être la société européenne en luttant contre deux choses. D'abord, c'est les institutions politiques, les trônes, comme on disait à l'époque, mais aussi le pouvoir de l'Église catholique. Et il structure son entreprise sous la forme d'une société qui ressemble à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie était par contre clairement installée depuis, avec des buts totalement différents, était installée depuis des décennies partout en Europe. Alors qu'est-ce qui explique la confusion ? C'est à la fois la similitude d'organisation et la similitude de symbole aussi. On pense à ce fameux triangle, à cet œil. Voilà, comment... Là, en réalité, ce qui a permis la confusion, c'est que, bien sûr, il y a une similitude d'organisation, c'est-à-dire il y a des grades, il y a des secrets par grade, il y a des barrières entre les grades, il y a des cérémonies, il y a des rituels, mais bien, certes, il y en avait dans la franc-maçonnerie, mais ce qu'on a oublié,
c'est que dans la France de l'Ancien Régime, il y avait des rituels un peu partout dans la vie sociale. On ne devenait pas boulanger en ouvrant sa boulangerie. On devenait boulanger en entrant dans la corporation des boulangers, et pour entrer dans la corporation des boulangers, il y avait un protocole. Bon. Donc, la ressemblance formelle, structurelle avec la franc-maçonnerie, bien que l'objet soit entièrement différent. Mais la deuxième chose, c'est que, en gros, les Illuminés de Bavière ont connu leur période faste, si l'on peut dire, pendant une douzaine d'années, et ça s'est terminé par la déroute. La dissolution autoritaire de la société au nom du fait, les autorités justifiant leur action en disant ces gens-là, et c'était d'ailleurs en partie vrai, voulaient comploter contre l'Église et le trône. Et à partir du moment où on fusionne les deux images, on obtient le complot révolutionnaire. Et il va être pour la première fois exposé dans un ouvrage, selon les éditions en 4 ou 5 volumes, d'un jésuite qui était émigré, qui avait passé un certain temps en Angleterre, qui s'appelle l'abbé Baruel, et qui écrit un ouvrage dont le titre est un peu bizarre, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, qui est évidemment un ouvrage très profondément opposé à la Révolution française, qui essaie de s'interroger sur les causes de la Révolution française. Et en gros, il dit qu'il y a 2 causes principales. D'abord, c'est l'action des philosophes, Montesquieu, Diderot, Voltaire, tous ces gens-là. Et puis, deuxièmement, il y a l'action d'une société secrète qui est les Illuminés. Mais, parce qu'on avait ça sous les yeux, les Illuminés de Bavière avaient été totalement démembrés quelques années plus tôt. Mais, il parle en même temps de la franc-maçonnerie. Et donc, il effectue cette confusion entre, on peut dire que c'est fondateur de la théorie du complot. Okay. Il effectue cette confusion entre une société qui était en effet un peu complotiste, mais qui n'existait plus, et la franc-maçonnerie qui n'était pas complotiste, mais qui existait encore. Ouais, donc on avait le coupable, en quelque sorte, tout désigné. Et par rapport à ce que vous dites, il y a aussi finalement l'association qu'on fait, en tout cas peut-être aujourd'hui, ou en tout cas au XXe siècle, entre les idéaux de la Révolution, les idéaux de la philosophie des Lumières, et les idéaux de la franc-maçonnerie, en tout cas en France. Est-ce que c'est aussi ça la confusion ? Est-ce que finalement la confusion et l'idée du complot vient aussi de là ? Alors, il faut à mon avis distinguer 2 choses. D'abord, disons-le clairement, quand on regarde les documents internes de la franc-maçonnerie, les correspondances, les déclarations officielles émises par les obédiences, la franc-maçonnerie ne prépare en rien la Révolution française, il n'y a aucune trace de complot où que ce soit, et surtout, elle est l'une des premières victimes de la Révolution. Parce que on peut dire qu'avant la Révolution française, il y a en France de l'ordre de 40 à 50 000 francs-maçons. Bon, je vous rappelle qu'à l'époque, il y a à peu près 25 millions de personnes en France. À peu près 40 à 50 000, essentiellement recrutés dans l'aristocratie et la bonne bourgeoisie. Très bien. En 1793, au moment où la terreur monte en puissance, les loges ferment les unes après les autres. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y en a une poignée, mais vraiment une poignée, qui a pu subsister plus ou moins clandestinement, mais on peut dire que la maçonnerie est écrabouillée. Elle ne se réveille qu'en 1795 avec une poignée de loges. Et donc, elle est l'une des premières victimes de la Révolution, et elle va mettre des années et des années, en gros une dizaine d'années, pour reconstituer des effectifs à peu près comparables à ceux qu'elle avait avant la Révolution française. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, comme elle recrute, pour des raisons qui tiennent à ce que représente la sociabilité maçonnique, au coût que ça implique, elle recrute essentiellement, je l'ai dit, dans l'aristocratie et la bourgeoisie. Mais c'est précisément les 2 milieux sociaux qui vont être touchés par ce qu'on appelle les idées nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a un biais de recrutement. D'accord. Ouais. La franc-maçonnerie recrute dans le milieu. Tout le monde sait que la Révolution française n'est pas une révolution populaire, c'est une révolution bourgeoise. Bien. Mais elle recrute dans ce milieu-là. Simplement, quand on regarde les comportements individuels au cours de la Révolution, parmi les francs-maçons, on s'aperçoit que les intérêts de caste sociale ont repris très très vite leur rôle. Et qu'en gros,
Il y a pratiquement autant de francs-maçons révolutionnaires que contre-révolutionnaires. On en trouve dans les assemblées révolutionnaires et dans les milieux de l'émigration. Il y a autant de guillotineurs que de guillotinés. Et d'ailleurs, parfois, ceux qui décident du châtiment sont francs-maçons et ils envoient à l'échafaud d'autres francs-maçons. Donc, je pense que le seul point commun, c'est le fait que le milieu social où recrutait la franc-maçonnerie était aussi le milieu social dans lequel les idées nouvelles circulait le plus librement. Par rapport à l'antimaçonnisme aujourd'hui, est-ce que vous diriez que sa recrudescence qu'on a vu revenir là, nous, ces dernières années, notamment à Conspiracy Watch, mais pas que, est-ce que vous diriez qu'il est profondément différent de l'antimaçonnisme, justement, qui a permis d'accuser la franc-maçonnerie ou de dire que la franc-maçonnerie était à l'origine du complot contre le roi ? Est-ce que c'est différent ? Quels sont les ressorts ? Est-ce que finalement cette question du secret est si importante que ça ? Enfin voilà, quels sont les ressorts de l'antimaçonnisme aujourd'hui selon vous ? Alors d'abord, il faut bien comprendre qu'au fil du temps, en gros, il y a 3 siècles d'histoire de la franc-maçonnerie en France. La première loge, d'ailleurs, a été fondée à Paris en 1725. Donc, vous voyez, nous sommes en 2025. L'antimaçonnisme en France a connu au fil du temps des visages différents. D'accord. On peut schématiquement en distinguer 3 qui se sont succédés dans le temps. Au début, c'est un antimaçonnisme d'inspiration principalement religieuse. D'accord. C'est l'Église catholique. Okay. Dans un deuxième temps, et on vient de l'évoquer, c'est un antimaçonnisme politique, c'est-à-dire qu'en gros, la frange conservatrice et réactionnaire, entre guillemets, de la société française va être antimaçonnique. Et puis, au début du XXe siècle, il va arriver une 3e vague qui est liée à ce qu'on appelle les affaires. C'est-à-dire qu'avant, on accusait les francs-maçons de comploter contre l'Église, ensuite on les a accusés de comploter contre les autorités civiles, et enfin on les accuse d'être des escrocs. Mmh. Et ces 3 vagues de l'antimaçonnisme ne se sont pas seulement succédées, elles se sont plus ou moins superposées. C'est-à-dire que chaque nouvelle vague n'annule pas la précédente. D'accord. Et donc au bout de 3 siècles, pour répondre à votre question, au bout de 3 siècles, nous avons tout ce passé, c'est-à-dire un antimaçonnisme extraordinairement varié. Riche, quoi, quelque part. Très riche, oui, ouais. D'une certaine dans forme la mythologie, de richesse. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, au sein même de cette mouvance antimaçonnique globale, des gens qui sont pas d'accord et qui même peut-être sont opposés entre eux sur quantité de sujets. Ouais, la seule chose qui les rassemble, c'est que la franc-maçonnerie est responsable de tous les malheurs du monde. Alors, aujourd'hui, par rapport à ces 3 vagues, l'antimaçonnisme religieux ou d'inspiration religieuse subsiste, mais il a changé. C'est-à-dire que l'Église catholique demeure officiellement hostile à la franc-maçonnerie. D'ailleurs, très récemment, à la fin de l'année dernière, le Vatican a de nouveau émis, on ne sait trop pourquoi, une déclaration rappelant à tous ses fidèles l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Mais j'ai envie de dire, l'Église catholique a tellement d'autres problèmes à régler aujourd'hui que la franc-maçonnerie n'est plus sa préoccupation majeure. À la différence de ce qui se passait, par exemple, à la fin du XIXe siècle, où la lutte anti-maçonnique était l'une des préoccupations principales de l'Église catholique. Mais ça subsiste, mais c'est mineur. Il y a d'autres antimaçonnismes religieux qui se sont manifestés. Il y en a principalement 2 aujourd'hui. C'est-à-dire que, principalement, quand on regarde dans les réseaux sociaux, d'où viennent les manifestations religieuses ou d'inspiration religieuse contre la franc-maçonnerie, de 2 milieux. Premièrement, l'islam radical, oui. Et deuxièmement, le christianisme évangélique. D'accord. Les évangéliques assimilent très souvent d'ailleurs la franc-maçonnerie aux Illuminati, c'est-à-dire que la confusion opérée par l'abbé Baruel à la fin du XIXe siècle et que l'historiographie a parfaitement décortiquée, démembrée et déconstruite, cette confusion-là subsiste dans certains esprits aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie religieuse ou d'inspiration religieuse. Chez les évangéliques, vous direz aujourd'hui que dans l'islam radical, où c'est à peu près équivalent? Alors c'est très difficile, ouais. Je pense que l'islam radical est difficile à chiffrer, les évangéliques également, mais ce sont dans l'islam et dans le christianisme des mouvances extrêmement actives.
pour ne parler que du christianisme évangélique, en France, il a submergé le protestantisme luthéro-réformé classique. Oui, tout à fait. Donc, ce sont quand même, et alors surtout, ce sont des milieux religieux qui sont extrêmement prosélytes, qui entendent convaincre le monde entier de la vérité de leur thèse, alors qu'au contraire, les autres mouvances religieuses sont plus discrètes ou plus fatalistes d'une certaine façon. Alors vous disiez donc antimaçonnisme d'inspiration religieuse aujourd'hui qui demeure, donc qui a un peu muté mais qui demeure. Est-ce que finalement l'antimaçonnisme politique demeure aujourd'hui encore ? Alors, c'est une vraie question. D'abord, il faut rappeler que les orientations politiques, les couleurs politiques qui se sont opposées à la franc-maçonnerie, c'est essentiellement tous les extrémismes politiques. Oui, tous les régimes autoritaires. Voilà, le communisme soviétique a laminé la franc-maçonnerie. Il faut rappeler cette fameuse phrase de Trotsky disant « La franc-maçonnerie est une plaie purulente sur le corps de la bourgeoisie française qu'il faut brûler au fer rouge ». Ça a le mérite d'être clair. Bon, par ailleurs, les fascistes italiens, les nazis, ont exterminé la franc-maçonnerie en quelques mois. Le régime de Vichy aussi. Bien sûr. Vichy, ça a été. Alors, à Vichy, c'est encore plus extraordinaire. C'est que il faut imaginer ce qu'est la situation de la France en août 40. Elle vient de subir l'une des plus terribles défaites militaires de son histoire. Il y a des millions de gens sur les routes, en déshérence, et un gouvernement, un état de fait s'installe avec le maréchal Pétain à sa tête. Le devoir, quelle que soit son idéologie, le devoir d'un gouvernement, c'est de pourvoir à la sécurité des biens et des personnes, de ramener les gens chez eux, etc. Enfin, on l'imagine. Le 15 août 1940, dans le nouveau journal officiel de l'État français, l'une des toutes premières mesures publiées, comme si, dans le chaos national, c'était une urgence absolue, c'est la dissolution des obédiences maçonniques. C'est-à-dire la dissolution d'une organisation qui renferme à peu près à l'époque péniblement 50 ou 60 000 personnes. Comme si c'était l'urgence absolue. Bien. Donc l'antimaçonnisme politique historique, c'est tout ça. Alors aujourd'hui, il faut raisonner en termes de pays. Quels sont les pays où la franc-maçonnerie est interdite ou, si elle existe, très malmenée. Elle est moribonde et malmenée, alors, je pourrais vous parler de la Corée du Nord, mais on se demande ce qui peut exister en Corée du Nord. Mais au-delà de ça, c'est aujourd'hui principalement les pays d'islam. À quelques exceptions près, en Turquie, il y a une franc-maçonnerie qui vit plus ou moins facilement, mais qui a une existence légale. Et c'est l'héritage d'Atatürk, ça, qui fait qu'elle vit encore aujourd'hui ? Disons qu'elle essaie d'être prudente, mais elle n'a pas été interdite ni officiellement inquiétée par le pouvoir. Mais il ne faut pas oublier que la Turquie, certes, est aujourd'hui dirigée par une mouvance, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, certains l'appellent islamisme modéré, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais peut-être. En tout cas, c'est un pays qui a un passé laïque, bien sûr. avec Kemal Atatürk, qui était franc-maçon. Et puis le deuxième exemple très brillant, c'est le Maroc. Au Maroc, la maçonnerie a une existence officielle et elle est officiellement reconnue par le pouvoir et notamment par le trône, par le roi du Maroc. Mais en dehors de ces exemples, il n'y a pas vraiment de pays musulmans où on puisse faire de la franc-maçonnerie. Alors, pour donner des exemples auxquels on pourrait penser, il y a une franc-maçonnerie d'ailleurs très ancienne en Russie, et elle existe toujours. Certains disent qu'elle est largement infiltrée par le pouvoir, mais elle existe sur le papier, indéniable. En Chine, il n'y en a pas, mais il faut dire qu'elle n'a jamais été là-bas qu'un produit d'importation. Alors, il y a quand même deux petites exceptions. C'est que depuis quelques années, le pouvoir chinois a autorisé la création d'un très petit nombre de loges venues d'Occident en Chine, mais à la condition qu'elles ne recrutent de préférence que des expatriés, pour que les expatriés se sentent bien en Chine, si j'ose dire. Ouais. Et puis alors, la deuxième curiosité, c'est Hong Kong. Parce que Hong Kong a été pendant un siècle sous souveraineté de l'Angleterre, qui a installé évidemment de la franc-maçonnerie. Et donc, il y a des loges maçonniques à Hong Kong qui sont d'origine anglaise. À ce jour, elles subsistent. Mais on ne sait pas si elles subsisteront longtemps.
la question que je me posais aussi, c'est est-ce que finalement l'antimaçonnisme avait un lien avec les autres formes de haine, hein. On parle souvent du complot judéo-maçonnique. Est-ce que ça a un lien aussi avec finalement l'antisémitisme, avec l'anti-républicanisme? Quels sont comment dire, les concordances qu'on peut faire entre ces trois types de haine, l'antimaçonnisme, l'antisémitisme, l'anti-républicanisme? Alors, la collusion avec l'antisémitisme est tout à fait claire. Elle s'est constituée plus tardivement qu'on ne pense. Elle est née en France pour l'essentiel. Alors, c'est un peu normal parce que jusqu'à la Révolution française, les Juifs n'ont pas d'existence dans la société française. Donc, c'est notamment même sous l'Empire. Hein, ils doivent énormément à l'Empire parce que l'empereur, lui, leur donne un statut, crée un grand consistoire, etc. Bien. Donc, et un état civil. Donc il s'installe progressivement, et d'ailleurs dans la littérature française, on voit la figure du juif monter en puissance. Au départ, elle est indécise, et puis on la voit à prendre de l'importance, et dans les romans de Balzac, on voit des juifs importants qui sont, alors bien sûr c'est le juif financier, c'est le juif commerçant, mais l'image n'est pas nécessairement négative. Donc les juifs ont essayé au XIXe siècle, notamment en France, être heureux comme un juif en France, hein, ont essayé d'investir tous les lieux d'intégration. Il y a une volonté d'intégration et d'assimilation des juifs français qui est extraordinairement remarquable, avec une détermination très claire. Et la franc-maçonnerie a été un des lieux où ils sont allés, parce que c'est un lieu où les portes se sont ouvertes en disant « vous pouvez prendre votre place maintenant ». Et effectivement, on a vu très rapidement, dans les loges maçonniques, une légère surreprésentation des Juifs, qui représentaient une toute petite minorité dans la population générale, mais qui se sont trouvés légèrement surreprésentés dans la franc-maçonnerie. Par conséquent, très vite, les anti-maçons, qui étaient pour l'essentiel au XIXe siècle réactionnaires et catholiques intégristes ou traditionnalistes, se sont dit la franc-maçonnerie est une horreur. Ça n'est pas étonnant qu'on y retrouve des juifs. Donc, on voit progressivement dans la deuxième moitié du XIXe siècle une alliance de l'antisémitisme et de l'antimaçonnisme, avec effectivement, le complot n'est plus seulement maçonnique, il est judéo-maçonnique. Et l'antirépublicanisme vient se rajouter à ça ensuite, alors, oui, mais d'une moindre manière. C'est-à-dire que c'est simplement le fait que en France, et ça c'est une notion qui n'est pas toujours présente dans les esprits, la franc-maçonnerie a pris une orientation intellectuelle qui lui est propre, en gros dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire pour des raisons qui ne tiennent pas à la franc-maçonnerie elle-même, mais qui tiennent à l'évolution et à l'histoire politique, sociale, philosophique, religieuse du pays, de la France, à cette époque-là, il s'est produit le phénomène suivant. Pratiquement à partir du début du XIXe siècle et jusqu'à la proclamation de la République en 1871, après la guerre de 1870, disons, la France a connu, presque de manière continue, des régimes politiques qui limitaient, parfois un peu, parfois beaucoup, la liberté d'expression. Et donc tous ceux qui avaient, sans vouloir être révolutionnaires et tout subvertir, tous ceux qui voulaient trouver un espace pour penser un peu librement, même si par exemple ils restaient des catholiques, mais des catholiques un peu libres, même si ils admettaient par exemple la monarchie de Juillet, ou même l'Empire libéral, mais à condition de pouvoir dire des choses. Tous ces gens-là n'avaient aucun lieu pour s'exprimer. Les assemblées parlementaires n'avaient aucune importance, et il n'y avait pas de liberté d'association. La loi sur les associations, c'est 1901. La seule structure qui existait depuis le début du XVIIIe siècle, et qui d'ailleurs, d'une manière un peu surprenante, n'avait jamais été dissoute par aucun pouvoir.
aucun pouvoir n'avait décidé d'arrêter la franc-maçonnerie. On l'avait laissé subsister. On a, sous le Premier Empire, une lettre de Portalis, qui a été ministre des cultes de l'empereur, et qui écrit à l'empereur à propos de la franc-maçonnerie. Et en gros, il lui dit, écoutez, ils sont pas si méchants que ça, laissez-les vivre, et puis si vous les surchargez d'honneur, ils ne vous feront pas de difficultés. Ouais. Donc c'était un peu l'idée qui a traversé tout le 19e siècle. Seulement, les gens qui, essentiellement dans la bourgeoisie active, celle qui voulait accéder quand même aux affaires, on cherchait un endroit où ils pouvaient se retrouver, où ils pouvaient parler librement, mais il y avait la franc-maçonnerie. Et je compare souvent ça au phénomène du Bernard l'Ermite. Vous avez ce petit crustacé qui ne peut pas sécréter de coquille, et donc il est obligé d'aller habiter dans une coquille vide. Alors, la franc-maçonnerie n'était pas une coquille vide, mais c'était en tout cas une coquille ouverte. Ouais, je comprends. Et donc, on s'aperçoit, le phénomène devient très sensible sous le Second Empire, donc à partir de 1851, 52 pour l'Empire, mais 51 pour le coup d'État, on s'aperçoit qu'il y a progressivement une mutation sociologique et intellectuelle de ceux qu'on trouve dans les loges maçonniques. Et donc, en quelques décennies, en très peu de temps, peut-être en 20 ans, la franc-maçonnerie devient ce qu'elle n'était pas prédestinée à devenir en France. Elle devient une sorte de machine de guerre politique. Pour la séparation, avec deux objectifs, la séparation de l'Église et de l'État et la proclamation de la République. Mais ce phénomène-là, il faut bien insister, est un phénomène typiquement français. Parce que de l'autre côté de la Manche, où la maçonnerie est née, ou de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire en Amérique du Nord, aux États-Unis, la maçonnerie n'a jamais connu cette évolution. C'est intéressant. Et alors, peut-être pour continuer dans notre discussion, il y a cette... on est aujourd'hui en 2025, 300 ans après les premières manifestations de la franc-maçonnerie, et malgré tout, demeure une forme d'antimaçonnisme réel. Est-ce qu'il n'est pas, finalement, cet antimaçonnisme réel qui demeure aujourd'hui dû au secret maçonnique ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, dans une société... où on peut savoir à quel endroit vous avez été il y a 2 minutes, où vous avez bu le café et finalement dans quel magasin vous achetez vos chaussettes. Est-ce que le secret maçonnique est encore tenable et n'est pas la source de tous les fantasmes ? Alors, je pourrais d'abord vous répondre par une petite anecdote plaisante. En 1744, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier, on publie à Paris un ouvrage qui connaît un succès considérable. Il s'intitule « Le secret des francs-maçons ». Et dans cet ouvrage, un auteur qu'on connaît d'ailleurs, qui s'appelait l'abbé Perrault, révèle au public les secrets de ce qui se passe dans une loge. Ce qui me fait dire que tous les secrets maçonniques sont en vente dans les bonnes librairies depuis 280 ans et que ça n'est pas la peine d'en faire une histoire. D'accord. Mais ce livre s'ouvre par un petit quatrain en vers de Mirliton qui dit ceci. Nous sommes à Paris en 1744. Pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. Et je trouve que ce petit quatrain est emblématique de la relation du public avec le secret maçonnique. C'est-à-dire que depuis presque 3 siècles, le public, car la maçonnerie n'a jamais représenté que quelques dizaines de milliers de personnes dans un pays qui en compte des dizaines de millions. Aujourd'hui, c'est combien de personnes en France ? Alors, à peu près 170 000. D'accord. Voilà. Okay. Le public s'est toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils fichent dans leur loge et pourquoi ils ferment leurs portes ? Donc, effectivement, nous parlions tout à l'heure des différentes variantes de l'antimaçonnisme. L'antimaçonnisme d'inspiration religieuse, d'inspiration politique, lié à la question des affaires. Il y a un point commun entre ces 3 antimaçonnismes. Le point commun, c'est, vous savez bien, ces francs-maçons ont des secrets. S'ils ont des secrets, c'est qu'ils ont des choses troublantes, compromettantes à cacher. Le secret est par nature suspect. Et les francs-maçons ont beaucoup de mal à répondre à ça, parce que, en réalité,
la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. Une société secrète, je le disais tout à l'heure, par définition, personne ne sait qu'elle existe. La maçonnerie existe, et aujourd'hui même, ce sont toutes des associations déclarées par la loi de 1901. Ses dirigeants sont connus, son siège est connu, elle publie des livres, des articles, des revues, des journaux. Bon, elle n'a rien de secret. Simplement, c'est une société à secret, entre guillemets, et au pluriel pour le mot secret. Alors, qu'est-ce que c'est justement ? C'est-à-dire qu'elle a une partie de sa vie interne, qui se passe de manière, non pas secrète, mais confidentielle, intime. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, ce n'est pas simplement une association à laquelle on adhère, comme on peut adhérer à des centaines de milliers d'associations. La France est la championne du monde du nombre des associations. C'est d'ailleurs très sympathique. Mais ce n'est pas une association à laquelle on adhère simplement pour défendre des idées, puis ensuite on fait des réunions autour d'une table, et puis on produit des textes ou on fait des déclarations. Tout le monde connaît ça. La franc-maçonnerie procède différemment. Elle a une méthode différente. C'est-à-dire que, périodiquement, elle enferme ses membres dans un endroit clos, qu'elle appelle une loge, et au sein de cette loge, au lieu de discuter autour d'une table, on procède à ce qu'on appelle un rituel. Et dans le cadre de ce rituel, on procède à des échanges d'idées, des dialogues, qui sont d'ailleurs extrêmement formatés et normés. On a l'habitude de dire que c'est tout le contraire d'une discussion de café du commerce. Oui, c'est une triangulation de la parole, c'est ça ? Alors, il y a notamment ça, mais il y a le fait que, tout simple, tout évident, que on n'interrompt jamais ceux qui parlent, on prend la parole quand on vous la donne. Dans beaucoup de cas, on est informé qu'on ne pourra parler qu'une fois, ce qui veut dire qu'il faut peser et sélectionner ce que l'on va dire, et donc ce qui donne évidemment au débat maçonnique d'abord une couleur particulière. Mais il y a autre chose, c'est qu'on n'est pas simplement là pour échanger des idées. On est là pour traverser des rituels, et c'est le grand mot qu'il faut prononcer, initiatique. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'un chemin initiatique ? Alors, d'abord, l'initiation n'est pas uniquement maçonnique. L'initiation, c'est un invariant anthropologique de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'aussi loin qu'on remonte dans le temps, et à travers toutes les civilisations, sans aucune exception, on retrouve des pratiques sociales que l'on rassemble sous le nom de rituels ou rites initiatiques, qui sont dévolus à des groupes particuliers qu'on appelle des sociétés initiatiques. Dans toutes les sociétés premières, les peuples premiers, ce qu'on appelait avant les civilisations primitives, dans tous les peuples premiers, en Afrique, en Amazonie, en Amérique du Sud, il y a des groupements initiatiques et il y a des rites initiatiques. Donc ça remonte très, très, très loin dans l'histoire de l'humanité. Plus près de nous, il y a les initiations antiques, les mystères d'Éleusis et d'autres. Il y avait bien sûr les mystères égyptiens. Et donc on voit que dans la tradition occidentale, ça s'est poursuivi. Il faut aussi dire autre chose. C'est que nous avons perdu, dans l'Europe moderne, nous avons perdu le souvenir de quelque chose qui a joué un rôle très important dans les sociétés occidentales, en gros jusqu'au début du XIXe siècle. C'est le fait que, pendant de très nombreux siècles, en Occident, et singulièrement en France, la plupart des événements importants de la vie humaine et de la vie sociale étaient ritualisés. C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait des rituels religieux. On était baptisé à sa naissance, il y avait des funérailles religieuses à sa mort, le mariage était un rituel, et il y en avait bien plein d'autres. Mais en dehors des rituels religieux, il y avait des rituels professionnels, on l'évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour entrer dans un métier, c'était notamment le cas des tailleurs de pierre, mais pas seulement. C'est pas une particularité des tailleurs de pierre. On entrait... On ne vous disait pas, voilà, vous signez votre contrat d'apprentissage et maintenant au boulot. On passait par un rituel pour devenir boulanger, pour devenir maçon, pour devenir n'importe quel métier. Quand on était dans une ville libre, échevin, eh bien, il y avait un rituel pour être installé comme échevin. Et puis il y avait le rituel de tous les rituels, le rituel qui était la clé de tous les autres. Pour devenir roi, il fallait passer par un rituel qui s'appelait le sacre. Or, tout ça a disparu.
Et par un hasard de l'histoire, il a subsisté une structure qui est la franc-maçonnerie, qui aujourd'hui paraît si étrange, si extraordinaire, si exceptionnelle. On a des secrets, des rituels, alors que ça n'étonnait personne au XVIIe ou au XVIIIe siècle, parce que le monde était peuplé de rituels sociaux. Donc, par rapport à ces rituels, par rapport à ce secret, par rapport à cette question de ce qui se passe dans les loges maçonniques, il y a cette question du silence de l'apprenti. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est historique à la maçonnerie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus récent? Et puis surtout, finalement, ça nourrit aussi les fantasmes complotistes, de dire en gros, on leur apprend le silence parce que comme ça, ils ne pourront pas révéler les secrets. Alors voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Et puis ensuite, on reviendra sur la question des rituels. Alors, en France, on enseigne pratiquement partout dans la franc-maçonnerie un jeune qui démarre dans la franc-maçonnerie. Donc il y a 3 grades fondamentaux, apprenti, compagnon et maître. On enseigne que pendant le temps où il sera apprenti, il n'a pas le droit à la parole. Et il y a tout un discours philosophique et moral qui est construit autour de ça. Ça vous permet de vous apprendre à réfléchir au sens des mots que vous prononcez, etc. etc. Et puis, vous l'avez dit, ça nourrit, à contrario, ça nourrit un certain fantasme. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est que c'est typiquement ce qu'on appelle une tradition inventée. D'abord, c'est pratiquement propre à la France et à quelques pays riverains, mais là où la maçonnerie est née, et là d'où elle tire son origine, c'est-à-dire dans les îles britanniques, puis ensuite en Amérique du Nord, et d'ailleurs aussi dans les pays du nord de l'Europe, c'est totalement inconnu. Et d'ailleurs, en France au XVIIIe siècle, ça n'existait pas. Donc, la systématisation du silence de l'apprenti est une innovation maçonnique française du XXe siècle. Et d'ailleurs, ceci a pris une ampleur particulière dans l'après-guerre. On a évoqué les persécutions qui ont existé en France, notamment sous l'occupation, et qui d'ailleurs étaient sans exemple précédent. C'est-à-dire qu'en 250 ans d'existence, la franc-maçonnerie française n'avait jamais connu de persécution de cette nature. Donc ça a été un traumatisme lourd, massif. Ouais. Et il faut rappeler que après la guerre, à partir de 1945, quand les structures se remettent un peu en place, les loges maçonniques récupèrent à peu près le tiers des membres d'avant-guerre. Ça ne veut pas dire que les 2 tiers sont morts. Non, les 2 tiers ne reviennent pas. Ouais. Bon, il y a eu des morts. Il y en a qui sont morts. Il y a eu environ 1 millier de morts, d'après les travaux qui ont été faits par l'historien André Combe, qui est le meilleur spécialiste de la question. Il y a à peu près 1 millier de morts. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la franc-maçonnerie française après-guerre est KO debout. Elle essaie de se reconstituer, elle mettra une 20aine d'années à retrouver son niveau d'effectif d'avant-guerre, ce qui est assez considérable, et elle se refonde. Et beaucoup des usages maçonniques français d'aujourd'hui, que beaucoup de maçons, sincèrement, croient de temps immémorial, procèdent en réalité de cette refondation. Et le silence de l'apprenti, c'est un emprunt fait à ce qu'on a rapporté des pythagoriciens. D'accord. Donc le pythagoricien, c'est 6 siècles avant notre ère, et les historiens antiques, notamment Diogène Laërce, qui est le grand compilateur de l'histoire de la philosophie à l'époque antique, nous rapportent que les pythagoriciens, qui étaient une espèce de secte au sens ancien du mot secte, ça veut dire un groupement philosophique, étaient divisés, que les membres étaient divisés en 2 groupes, ceux qui venaient d'arriver et puis ceux qui avaient plus de maturité. Ceux qui avaient plus de maturité étaient les mathématiciens, et ceux qui venaient d'arriver étaient les acousticiens. Et les acousticiens, c'est-à-dire ceux ou les auditeurs, c'est-à-dire ceux qui écoutaient et qui ne disaient rien. Et ça fait partie de ces emprunts aux mystères antiques ou aux coutumes antiques que la maçonnerie, notamment en France, a opéré plus tardivement qu'on ne pense, c'est-à-dire plus récemment qu'on ne croit, pour se redonner un nouveau visage. Alors je voudrais revenir sur ce qu'on disait sur les rituels, sur le chemin initiatique, sur le secret, parce que finalement, un des moteurs, un des carburants de l'antimaçonnisme moderne, c'est aussi cette idée que les francs-maçons se retrouvent sous le couvert du secret pour finalement, non pas comploter contre la République, mais en tout cas s'entraider
et finalement faire en sorte de se placer les uns les autres, de se coopter les uns les autres dans différentes institutions ou dans différents lieux de pouvoir. Comment finalement, et puis comme ils se reconnaissent avec des mots, des signes, des attouchements, il y a cette idée que finalement quand on va rentrer dans quelque part, on va pouvoir se reconnaître entre francs-maçons et donc s'arranger entre nous. Ça nourrit, et c'est un des carburants de l'antimaçonnisme moderne. Voilà, comment on peut répondre à ça et finalement, quelle est la réalité de ça? C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que... Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que ce qui est au centre de la morale maçonnique, c'est la fraternité. Les francs-maçons se qualifient entre eux de frères, même s'ils ne se sont jamais connus avant, ils se tutoient, ils se font la bise quand ils se rencontrent, donc il y a une intimité qui se crée autour de la commune appartenance à la franc-maçonnerie. Cette fraternité se décline de différentes manières. C'est ce qu'on enseigne aux francs-maçons et c'est ce qu'ils font. Premièrement, on doit aider ses frères. C'est un bel idéal que d'aider son prochain. C'est un idéal évangélique que d'aider son prochain. Bien sûr. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les textes maçonniques, c'est très facile de les retrouver, de les publier, ils sont parfaitement clairs et connus, disent attention, cette fraternité et cette entraide fraternelle ne doit en aucune manière aboutir à favoriser ce qui est illégal ou ce qui est criminel, parce que ça serait totalement contraire à la morale maçonnique. Ça, c'est le premier point. La deuxième déclinaison de la fraternité maçonnique, et là encore, c'est les textes de la maçonnerie qui le disent, c'est l'enseignement qu'elle prodigue à ses adeptes, c'est que la fraternité doit aller au-delà de la franc-maçonnerie et des francs-maçons. Que les francs-maçons doivent être des gens bienfaisants. C'est l'idée de la fraternité universelle, c'est ça? C'est l'idée de la fraternité universelle et de la bienfaisance. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que quand on fait un micro-trottoir en Angleterre, par exemple, où la franc-maçonnerie est née et où elle a un ancrage social considérable et historique considérable. Elle a même pignon sur rue, c'est-à-dire bien entendu, elle est très... Il y a une revendication des francs-maçons. Et il n'y a pas de secret. Hein. On dit à tout le monde, je suis franc-maçon. Ouais. Quand vous faites un micro-trottoir, et que, il y a environ 175 000 francs-maçons en Angleterre, ça veut dire que c'est un peu comme en France, c'est quand même pas tout le monde. Vous avez 99 chances sur 100 de tomber sur quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Et que vous leur dites, qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Alors voilà à peu près ce que dirait un Anglais moyen de la rue. Ah oui, alors c'est des gars, ils sont un peu bizarres, ils ont des trucs, ils s'habillent avec des choses, ils font des défilés dans la rue. Bon, ils ont le droit, hein, les droits civiques pour les Anglais, c'est fondamental. Ils ont le droit. Ah, c'est des gens qui mettent beaucoup d'argent dans les charities, c'est-à-dire dans les organisations caritatives. La Masonic Charitable Foundation, qui regroupe l'ensemble des œuvres de bienfaisance de la maçonnerie anglaise, l'année dernière a consacré 21 millions de livres à l'action bienfaisante. Aux États-Unis, elle entretient des hôpitaux, des cliniques, des centres de recherche, des maisons de retraite. Donc, l'image publique de la franc-maçonnerie dans les pays anglo-saxons, c'est une organisation caritative. Maintenant, vous faites le même micro-trottoir en France. Et vous allez dire, oui, c'est des types qui se serrent la main bizarrement et puis s'arrangent des coups ensemble, se donnent les meilleures places. Par exemple, il y a des fantasmes. Dans certains milieux de l'administration française, on est persuadé que c'est la franc-maçonnerie qui fait les carrières des gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? D'abord, que c'est totalement le contraire de ce qu'enseigne la franc-maçonnerie aux francs-maçons. Tout simplement. On peut le croire ou ne pas le croire, il suffit de lire les textes. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la franc-maçonnerie est structurellement ce qu'on appelle un réseau. Alors, le mot réseau a une connotation très négative. Voilà, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un réseau? C'est une organisation qui met en rapport des gens qui ont des valeurs communes sur des sujets divers. Par exemple, les associations d'anciens élèves des grandes écoles, c'est des réseaux extrêmement performants. Mais leur but est clair.
aider les anciens élèves à trouver les meilleurs postes. C'est d'ailleurs pas un but scandaleux, c'est le but qu'ils se sont assignés. Donc, la franc-maçonnerie ressemble à un réseau, mais elle a d'autres objectifs. Son réseau, a pour objet de diffuser en son sein et préférentiellement, possiblement en dehors de son sein, des idées de fraternité et de tolérance. Maintenant, tout réseau humain s'expose au risque d'être dévoyé par tel ou tel de ses membres. Et cela s'est produit à différentes reprises. Et alors, pour la franc-maçonnerie française, à chaque fois que ça s'est produit, en d'autres termes, des escrocs qui utilisent le réseau maçonnique pour mener leurs affaires. Pendant de nombreuses années, il faut observer que les obédiences maçonniques, quand elles étaient confrontées à cela, étaient extrêmement embarrassées. Et c'est un embarras qui existe à chaque fois qu'une institution doit gérer le dévoiement d'un de ses membres. Elle est partagée entre la nécessité de le sanctionner et de le sanctionner publiquement et le risque de compromettre l'image de l'institution. Et donc, pendant longtemps, la franc-maçonnerie, c'était quand même pas tous les jours, heureusement, mais ça arrivait de temps en temps, avait plus ou moins tendance à mettre la poussière sous le tapis. Et un jour, et je pense que cette politique-là s'est généralisée il y a au moins un quart de siècle, elle a décidé de changer complètement d'attitude. Et pour reprendre une formule de mon ami Alain Boer, elle a décidé de substituer le tri sélectif des déchets au recyclage des ordures. Et aujourd'hui, on peut dire que les sanctions sont sans faille, qu'elles sont publiques, parce qu'on a compris qu'on ne doit pas accepter les dévoiements individuels comme des exceptions navrantes, mais comme de vrais scandales que l'institution, pour protéger sa propre image, doit non pas cacher, mais sanctionner publiquement. Et révéler, ouais. Par rapport à ce que vous disiez sur la différence entre la France et l'Angleterre et les États-Unis, sur le fait de dire qu'on est franc-maçon, c'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression que les francs-maçons en général sont un peu réticents à dire qu'ils sont francs-maçons, tandis qu'en Angleterre ou aux États-Unis, ils sont plus à même de le dire parce que justement ils financent la charité. Pourquoi cette différence existe justement dans la capacité à dire juste par transparence, voilà, je suis franc-maçon et c'est pour ça que je défends cette idée, par exemple. Eh bien, la raison est simple, c'est que dans les pays anglo-saxons, il n'y a quasiment jamais eu d'antimaçonnisme. L'antimaçonnisme a existé, il existe encore, mais il est marginal, très marginal. La maçonnerie anglaise, par exemple, n'a jamais eu de conflit avec l'Église d'Angleterre. L'archevêque de Canterbury lui-même a été plusieurs fois un dignitaire de la franc-maçonnerie. Elle n'a pas eu de conflit avec les institutions de l'État. Le prince de Galles a été régulièrement grand maître de la Grande Loge unie d'Angleterre. Donc, tout ceci explique que l'antimaçonnisme est marginal en Angleterre et que par conséquent, quand on est membre d'une association dont le prince de Galles a été le chef, ou aujourd'hui c'est le duc de Kent qui est le cousin et l'ami d'enfance de feu la reine Élisabeth II. Pourquoi voulez-vous avoir honte de dire ça ? C'est très clair. Alors que, en France, il y a depuis la fin du XIXe siècle un antimaçonnisme puissant, on l'a dit. Notamment avec Léo Taxil. Ouais. Voilà, et qui s'est renouvelé, qui s'est enrichi. Et donc, quand on pense, comme certains le croient, quand on pense que l'appartenance maçonnique va faciliter votre carrière, pour ma part, moi qui suis un observateur attentif de la franc-maçonnerie et qui appartient à cette honorable institution depuis 45 ans, j'ai vu tout au long de ces années beaucoup plus de gens qui ont eu de très gros problèmes personnels, professionnels, parce que leur appartenance maçonnique a été dévoilée, que le contraire. Et il faut aussi ajouter quelque chose. J'ai souvent entendu dire, vous savez, dans cette entreprise ou dans cette administration, un tel qui est franc-maçon a gravi les échelons ou a obtenu des privilèges. Ben ça, évidemment, on sait d'où ça vient. Je dis toujours, mais comment savez-vous qu'il est franc-maçon ? Parce qu'il me l'a dit.
Ouais. Êtes-vous sûr que c'est vrai? Je ne vais pas citer de nom, mais je cite une anecdote de manière anonyme. On m'a rapporté le cas d'un personnage important dans la hiérarchie de l'État, qui n'était pas franc-maçon, et qui s'amusait à faire des poignées de main réputées maçonniques à tous les gens qu'il rencontrait. Jusqu'au jour où il l'a fait à un grand maître d'une grande obédience française, qui lui a dit « Pas à moi. Oh, excusez-moi. » Voilà. Donc, d'une manière générale, il faut comprendre que la réticence de beaucoup de maçons français à révéler leur qualité maçonnique est générée par l'expérience défavorable que beaucoup ont connue. Maintenant, lorsque, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, on ne craint rien, je pense, je milite pour le fait qu'on le dise, et qu'on dise « je suis franc-maçon, et alors ? Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous dire ce que ça représente. » Pour ma part, j'ai fait mon coming out il y a très très longtemps, et j'ai passé mon temps sur les plateaux de télé, dans les chaînes de radio, dans les journaux, les hebdomadaires, à expliquer ça. Ouais. Et j'avais le sentiment, et je ne suis pas le seul bien sûr, j'avais le sentiment de servir la vérité, de dire aux gens, oui, je suis en face de vous, je suis franc-maçon, et alors, est-ce que j'ai les pieds fourchus? Est-ce que j'ai des cornes sur le front? Est-ce que je crache du feu? Non. Je vais vous expliquer ce que c'est. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, je voudrais, si vous le permettez, vous rapporter une petite anecdote plaisante, mais qui est caractéristique de ce qui se passe dans notre pays. Il y a de ça un certain nombre d'années, j'habitais dans un immeuble en étage élevé, et un beau matin, je m'excuse de la banalité du propos, je descendais ma poubelle. Voilà, un sac poubelle à la main. Et ce qui arrive très souvent dans un ascenseur, c'est-à-dire qu'il s'arrête à un étage intermédiaire et puis quelqu'un rentre. C'est un habitant de l'immeuble que vous connaissez sans le connaître, que vous avez croisé, dont vous connaissez le visage, pas toujours le nom. Et là, c'était le cas. La seule chose, c'est qu'un jour de grève des transports, j'avais conduit ces enfants à l'école parce qu'ils allaient dans la même école que les miens. Et la veille au soir, j'étais passé dans l'émission d'Yves Calvi, Assez dans l'air. Et ce monsieur, que je connaissais sans le connaître, me dit « Je vous ai vu hier soir à la télévision. » « Ah oui? Et alors, vous avez trouvé ça intéressant? » « Ah oui, j'ai trouvé ça intéressant. » Il y avait, dans cette même émission, il y avait d'ailleurs aussi Alain Bauer, il y avait 3 autres personnes. Et après un moment de silence, il me dit cette chose extraordinaire. « Je ne savais pas qu'il y avait des gens bien chez les francs-maçons. » Alors, comment analyser ça? C'était un homme qui n'avait aucun a priori idéologique sur quoi que ce soit, qui ne savait pas ce que c'était que la franc-maçonnerie. Il avait une image globalement négative, c'est un réseau bizarre, de gens bizarres, mais il ne connaissait pas de franc-maçon, il n'en avait jamais vu. Et le seul qu'il découvre, c'est un type plutôt gentil, qu'il connaît depuis des années, qui a conduit un jour ses enfants à l'école. Et donc il dit, je ne savais pas qu'il y avait des gens bien chez les francs-maçons. Donc je comprends la prudence des francs-maçons qui ne veulent pas dévoiler leur qualité maçonnique, mais pour ceux qui peuvent le faire en toute liberté, je crois que c'est un devoir, et aussi un devoir de dire ce qu'est et ce que n'est pas la franc-maçonnerie. Alors au-delà de la complexité des obédiences et du fait que la franc-maçonnerie n'est pas un tout monolithique, mais très différent en fonction des obédiences, en fonction des chemins initiatiques entre le Grand Orient, la Grande Loge de France, tout un tas de choses. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est trop compliqué. Je voulais vous interroger sur 2-3 petites choses. D'abord, c'est sur des symboles, mais pour des réponses assez courtes. D'abord, cette idée de l'équerre, le compas, finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi vous utilisez les symboles en maçonnerie? Voilà. La manière de transmettre les connaissances, il y a plusieurs manières de transmettre des connaissances ou des valeurs. La première manière, qui est au-delà du discours, c'est de montrer un exemple. La deuxième manière, c'est de l'enseigner de manière discursive. Article 1, il faut être gentil. Article 2, il ne faut pas voler son voisin. Article 3, il faut tuer personne. C'est les 10 commandements. Ouais. Et puis, il y a une troisième méthode, qui est une méthode, là encore, qui remonte à la nuit des temps, qui consiste en un enseignement non verbal.
Et cet enseignement non verbal, c'est un enseignement symbolique. On oublie souvent que le mot symbole, ça vient d'un mot grec, qui veut dire qu'on rassemble deux parties séparées. C'est-à-dire qu'on raconte que dans l'Antiquité, quand deux personnes qui avaient un message en commun, on brisait une pièce, un objet, et puis quand ils se rencontraient, ils pouvaient rassembler les deux objets. Ça veut dire que le symbole est la partie visible de quelque chose d'invisible. Quelque chose d'invisible, ce sont des valeurs profondes qu'on pourrait enseigner par l'exemple, qu'on pourrait enseigner par la leçon, et qu'on peut aussi enseigner par le symbole parce que ça permet à l'esprit librement de se promener et de réfléchir en profondeur dans son intimité sur ce que tout ça peut signifier. Et le vrai secret, les francs-maçons ont coutume de dire que le vrai secret maçonnique, il réside là. Il n'est pas dans les petits secrets qui, on l'a vu, ont été publiés il y a 3 siècles. Le vrai secret maçonnique, celui qui ne pourra jamais être dévoilé et qui échappera toujours à tous les conspirationnistes de la Terre, c'est le secret de ce qui se passe dans l'intimité même du franc-maçon lorsqu'il poursuit cette démarche de tenter de se hisser au-dessus de lui-même et qui est au fond la raison même d'être de l'initiation. Eh bien, je crois que ce sont des mots de conclusion qui sont parfaits. Merci Roger Dachet d'avoir été notre invité dans cette émission. C'était passionnant, on pourrait parler des heures. Je renvoie à vos 30 ouvrages autour de la franc-maçonnerie. N'hésitez pas à vous y plonger, c'est très pédagogique, c'est très riche d'informations sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Moi, je vous dis à très bientôt. Cette émission a été évidemment, comme à chaque fois, réalisée par Martin Béraud. Et je vous dis à très bientôt. Merci Roger Dachet. Merci.